La célébrité, ça m'a emmerdé, lâchait Anne Bourguignon, connue sous le nom d'Anémone, avec cette franchise brute qui la définissait. Étoile du cinéma français, elle a marqué des générations avec son rôle inoubliable de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, une comédie culte qui a immortalisé son génie comique. Récompensée par un César en 1988 pour son rôle dramatique dans Le Grand Chemin, Anémone était bien plus qu'une actrice. Elle était une voix dissidente, une artiste qui refusait de se plier aux conventions d'une industrie qu'elle jugeait mercantile et conformiste. Pourtant, à sa mort en 2019, à l'âge de 68 ans, une seule célébrité assista à ses funérailles. Pourquoi une femme aussi emblématique, autrefois au cœur de la troupe du Splendid, s'est-elle éteinte dans une quasi-solitude? Était-ce un choix délibéré de s'effacer du monde, ou le prix d'avoir osé dire des vérités qui dérangent? Voici l'histoire d'Anémone, une vie de rébellion, de triomphes artistiques, et d'un retrait volontaire qui a laissé le monde du spectacle orphelin d'une de ses figures les plus singulières. Une jeunesse rebelle. Née le 9 août 1950 dans le 15e arrondissement de Paris, Anne Bourguignon grandit dans une famille bourgeoise où elle aurait pu mener une vie confortable, sans jamais remettre en question l'ordre établi. Mais Anémone, dès son adolescence, choisit la révolte. Expulsée de 11 établissements scolaires, elle rejette avec véhémence le système éducatif français, qu'elle qualifie de conneries inutiles. Ce n'est pas de l'agitation juvénile, mais un refus viscéral du conformisme. Je ne pouvais pas supporter qu'on me dise quoi penser, confiera-t-elle plus tard. À 16 ans, elle fait ses débuts à l'écran dans Anémone, 1968, un téléfilm expérimental de Philippe Garrel. Bien que jugé trop intellectuel par la chaîne, le film circule dans les cercles d'avant-garde et lui donne son nom de scène, un pseudonyme qu'elle portera comme une seconde peau. Dans les années 70, Anémone s'immerge dans le théâtre contestataire, un mouvement vibrant où les jeunes comédiens français explorent la liberté d'expression à travers le café-théâtre. Elle perfectionne son art sous la direction de Robert Hossein à Reims, développant un style qui mêle ironie mordante et sensibilité brute. C'est dans ce milieu bouillonnant qu'elle rejoint la troupe du Splendid, un collectif d'humoristes qui deviendra une institution de la comédie française. Avec des figures comme Christian Clavier, Gérard Jugnot et Josiane Balasco, Anémone participe à la création de spectacles audacieux, dont Le Père Noël est une ordure, une pièce corrosive qui deviendra un film culte en 1982, réalisé par Jean-Marie Poiret. L'icône de la comédie française. Dans Le Père Noël est une ordure, Anémone incarne Thérèse, une bénévole maladroite mais attachante, dont les malentendus et la candeur déclenchent des éclats de rire mémorables. Le film, avec ses dialogues ciselés et son humour noir, devient un pilier de la culture populaire française, et Thérèse reste l'un des rôles les plus emblématiques d'Anémone. C'est tordant, non. Sa réplique, livrée avec un mélange de naïveté et d'absurde, est gravée dans l'imaginaire collectif. Mais derrière ce triomphe, des tensions émergent. Anémone accuse la troupe de minimiser ses contributions au scénario, une blessure qui marque la fin de sa collaboration avec le Splendid. C'est vécu, c'est digéré, c'est chier, dira-t-elle des années plus tard, refusant toute nostalgie ou réunion médiatisée. Pour elle, le passé ne se réécrit pas pour plaire. Les années 80 consacrent Anémone comme une star de la comédie. Elle brille dans des films comme Les Babacool, 1981, et Sans peur et sans reproche, 1988, où son sens du timing et son instinct comique éclatent. Mais elle refuse de se cantonner à un registre. En 1987, son rôle dramatique dans Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert, où elle joue une femme confrontée à la douleur de l'infertilité, révèle une profondeur inattendue. Sa performance, empreinte de vulnérabilité et de force, lui vaut le César de la meilleure actrice en 1988. Lors de la cérémonie, elle marque les esprits en posant la statuette au sol, vêtue d'un uniforme militaire, dans un geste de défi. Cette carrière commerciale, ce n'était pas pour moi, déclara-t-elle, critiquant ouvertement le réalisateur et l'industrie. Ce César, loin d'être une consécration, est pour elle un symbole d'un système qu'elle méprise. Une artiste polyvalente. Dans les années 80 et 90, Anémone diversifie ses rôles, collaborant avec des cinéastes prestigieux comme Claude Lelouch, Édith et Marcel, 1983, Bertrand Blier, Merci la vie, 1991, et Michel Deville, Péril en la demeure, 1985. Elle travaille aussi avec des réalisatrices pionnières comme Christine Pascal, Le Petit Prince a dit, 1992, et Vera Belmont, Milna, 1991, contribuant à des œuvres audacieuses qui explorent des thèmes sociaux et humains. Au théâtre, elle excelle dans des pièces exigeantes, et à la télévision, elle apparaît dans des téléfilms et séries, prouvant sa polyvalence. Son charisme, mêlé d'ironie et de sensibilité, fait d'elle une artiste complète, capable de passer du rire aux larmes avec une aisance déconcertante. Pourtant, Anémone reste mal à l'aise avec la célébrité. Être populaire, c'est une galère, confie-t-elle dans une interview. C'est quoi ce fétichisme des autographes? C'est ridicule. Elle fuit les tapis rouges, évite les festivals,
et critique une industrie qu'elle voit comme une machine à endormir. Ses prises de position, souvent acerbes, dérangent. En 2017, lors de la promotion de sa dernière pièce, Les nœuds au mouchoir, elle dénonce l'argent à tout prix, qui gangrène le cinéma. Je n'ai pas choisi d'être vendeuse de films. J'ai choisi d'être artiste, affirme-t-elle, avant d'annoncer sa retraite avec un bon débarras théâtral, un geste politique autant que personnel. Une voix militante. Anémone n'est pas seulement une actrice, elle est une militante. Bien avant que l'écologie ne devienne un sujet à la mode, elle soutient le candidat vert Antoine Waechter à la présidentielle de 1988 et se présente à des élections locales en 1995. En 2002, elle devient porte-parole d'Attaque, une organisation anti-mondialisation et antilibérale. On ne peut pas rêver d'une croissance infinie sur une planète finie, répète-t-elle, reprenant les idées de son frère, Claude Bourguignon, agronome renommé. Elle défend la préservation des sols, un mode de vie simple, et une résistance au consumérisme. Cette conviction la pousse à quitter Paris pour s'installer à la campagne, d'abord dans les Deux-Sèvres, puis au Portugal, où elle cultive son jardin et vit en accord avec ses valeurs. Ses pairs admirent son intégrité. Patrice Lecomte la décrit comme sauvage mais d'un professionnalisme remarquable. Michel Blanc, son collègue du Splendid, la qualifie de belle, séduisante et dingue. Ses excentricités sont légendaires. Elle fume 3 paquets de cigarettes par jour, même malade, fait des mots croisés pendant les répétitions sans rater une réplique, et critique les institutions culturelles avec un sarcasme ravageur. Le Festival de Cannes, c'est comme le salon de l'agriculture, mais en moins sympa, lance-t-elle, un sourire en coin. L'une des facettes les plus controversées d'Anémone est son rapport à la maternité. Mère de 2 enfants, Jacob et Lily, elle exprime publiquement des regrets d'une rare franchise. « Je regrette d'avoir été mère. Si c'était à refaire, je ne le referais pas », déclare-t-elle sans détour. Ses propos choquent, mais elle insiste. « Je leur ai donné de la tendresse et de l'amour. J'ai fait mon devoir à contre-cœur, sans leur faire payer. » Pour Anémone, la maternité est une prison imposée par la société. À l'époque, si tu n'avais pas d'enfant, tu n'étais pas une vraie femme, confie-t-elle. À 22 ans, elle envisage la stérilisation, mais y renonce. Sa première grossesse, celle de Jacob, est vécue comme un accident. Elle découvre qu'elle est enceinte trop tard pour avorter. À 28 ans, elle accepte d'élever l'enfant et choisit un homme pour jouer le rôle de père, à condition d'avoir un second enfant, Lily. « Ma vie est déjà foutue, alors 1 ou 2, ça ne change rien », dira-t-elle avec amertume. Ses confessions, exprimées sur le plateau de Laurent Ruquier ou dans Gala, suscitent un débat. « Les enfants vous bouffent vivante. Ils prennent tout et s'en vont », déclare-t-elle. Elle compare même son fils à un Tanguy, soulagé lorsqu'il quitte enfin le foyer. Pourtant, Jacob défend sa mère. « Je n'aurais pas pu rêver meilleure maman », dit-il à Femme Actuelle en 2019, évoquant des souvenirs de voyages et de festivals empreints d'affection. Lily, plus discrète, et sa petite fille, Nana, témoignent de sa douceur en tant que grand-mère. Les propos d'Anémone, comparés à ceux de Brigitte Bardot ou Françoise Giroud, trouvent un écho dans le féminisme contemporain. L'essayiste Mona Chollet, dans Sorcière, cite Anémone comme une femme brisée par les injonctions de la maternité, un rôle qui, selon elle, lui a volé son identité. Un retrait volontaire. Dans les années 2000, Anémone se fait plus rare, privilégiant des projets porteurs de sens, comme Le Petit Nicolas, 2009, Jackie au Royaume des Filles, 2014, ou Le Grand Partage, 2015. Mais l'industrie, de plus en plus commerciale, la dégoûte. L'argent a tout envahi. Quand j'ai commencé dans les années 80, ça allait encore. Maintenant, c'est insupportable, confie-t-elle aux Parisiens en 2017, annonçant sa retraite. J'ai ma retraite et de quoi vivre sans travailler. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai un bien immobilier qui rapporte un peu. Sa dernière apparition majeure a lieu le 29 novembre 2017, lors d'un hommage à ses 50 ans de carrière au Palais des Glaces, où elle joue dans Les nœuds au mouchoir. Affaiblie, elle reste combative, fidèle à son esprit rebelle. En 2018, des rumeurs sur sa santé circulent après son apparition en fauteuil roulant au Festival lyrique de Sanxay, où elle captive le public malgré sa fatigue. Anémone lutte contre un cancer du poumon, un secret gardé jusqu'à sa mort. Elle s'éteint le 30 avril 2019 au CHU de Poitiers, à 68 ans, après s'être installée en 2006 à Saint-Soline, dans les Deux-Sèvres, loin de Paris. « J'ai failli étouffer sous le fan club », disait-elle, dénonçant le fétichisme à la con de la célébrité. Sa vie rurale, entre jardinage et soutien aux initiatives locales, est une quête de paix et d'authenticité. Un adieu solitaire. Selon ses volontés, les obsèques d'Anémone, le 9 mai 2019, se déroulent dans l'intimité au crématorium de Poitiers. Seule une poignée de proches est présente, dont Agnès Soral, Louis Régaud, et son amie de toujours, la réalisatrice Tony Marshall, qui la compare à un premier amour,
exubérant et courageux. L'absence de figure du cinéma choque, mais Jacob explique. Elle n'a jamais fait partie de ce milieu. Elle se fichait de la célébrité. Patrice Lecomte, Josiane Balasco et Christian Clavier rendent hommage à une femme cinglée, mais ailleurs, dont l'absence de compromis a marqué les esprits. Était-ce un abandon de l'industrie, ou un dernier acte de défi? Anémone a choisi la solitude, loin des tapis rouges et des hypocrisies d'un monde qu'elle méprisait. Sa voix, qui dénonçait le consumérisme, le conformisme et les injonctions sociales, résonne encore. Était-ce la célébrité qu'elle fuyait, ou la douleur d'une vie contrainte par des rôles qu'elle n'avait pas choisis? Anémone, avec son rire mordant et son cœur rebelle, reste une énigme, une artiste qui a préféré la paix à l'adulation.